Les États-Unis peuvent-ils arrêter le djihad du Hamas à Gaza? C'est une vraie question maintenant que les forces de sécurité internationales demandent à être sanctionnées par la principale institution internationale du monde. Mais est-ce simplement un piège pour Israël et est-ce en fait un moyen d'empêcher la destruction du Hamas? Ici Dan Diker et c'est un nouvel épisode de Al-Shakar aus Satlana, notre Moyen-Orient. Veuillez me rejoindre ainsi que mon co-animateur Khaled Aboutamé, mon cher ami et collègue depuis plusieurs décennies. Nous revoici à nouveau. La situation à Gaza s'aggrave, devient plus complexe et a maintenant une enveloppe internationale appelée les Nations Unies. Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus inquiétant qui lie les mains d'Israël au lieu de lui offrir une flexibilité totale pour vaincre un ennemi djihadiste. C'est vraiment Khaled, non seulement un ennemi d'Israël, mais aussi un ennemi de l'Occident. Cela suscite la confiance des mouvements djihadistes partout au Moyen-Orient et en Occident. Et j'ai le sentiment, Khaled, que plus cela continue, le plan Trump en 20 points et la task force militaro-civile bien intentionnée dans le sud d'Israël, ce qu'ils appellent le centre de coopération militaro-civile, deviennent un vrai facteur de complication parce qu'au bout du compte, la seule contrainte imposée à Israël l'est dans l'intérêt de maintenir le cadre d'une Gaza régionale et d'un cessez-le-feu régional. Khaled, nous sommes déjà, selon toi, 1 mois après la signature et la mise en œuvre du plan Trump en 20 points. Et maintenant, nous voyons qu'Israël a les mains bien plus liées qu'il y a seulement 1 mois. Eh bien, Dan, près de 30 jours après l'annonce du plan Trump, ce que nous voyons ou ce que nous avons vu ces dernières semaines, c'est une tentative du Hamas d'exploiter ce plan pour s'ancrer à Gaza en se réarmant, en se regroupant, en déployant plus de forces sur le terrain et en se préparant à une nouvelle ère. Une ère où le Hamas continue de contrôler la bande de Gaza. C'est très important parce que d'après tous les rapports que nous recevons de Gaza et en parlant avec les gens, le Hamas est toujours là. Il contrôle totalement les zones d'où les forces de défense israéliennes se sont retirées. Donc, premièrement, le Hamas est toujours là. Deuxièmement, nous sommes. Comme je l'ai dit, comme vous l'avez mentionné, nous sommes presque 1 mois après l'annonce du plan Trump et nous n'avons même pas terminé la première phase. Nous sommes aujourd'hui mardi, nous sommes le 4 ou 5 novembre et nous en sommes là. Le Hamas n'a toujours pas remis tous les corps. Il reste encore 8 otages, ou les corps des otages, à Gaza détenus par le Hamas. Et c'est très grave parce que vous savez, c'est une totale défiance et non-respect, non seulement de l'accord, mais c'est un mépris total de tous les ultimatums lancés par le président Trump. Souvenez-vous, 48 heures, le Hamas a 72 heures, le Hamas a encore quelques jours, nous leur donnerons 3 jours de plus. Et d'après ce que le sentiment est que le Hamas essaie de faire traîner cela aussi longtemps que possible, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils ne sont pas pressés d'arriver à la phase 2, qui exige la démilitarisation de Gaza et la création d'un nouveau gouvernement là-bas. Et le désarmement même du Hamas. Eh bien, tu sais. D'ailleurs, selon le Hamas, le mot désarmement n'apparaît pas dans le plan Trump. Nous devons être très prudents, car le plan Trump parle de démilitarisation et de mise hors service des armes. Mais je n'ai vu aucune référence à la nécessité de désarmer le Hamas, ce qui laisse la porte ouverte à de nombreuses interprétations. D'ailleurs, le Hamas dit « Oh, cela pourrait signifier que, vous savez, nous pourrions remettre certaines armes, mais garder des armes défensives. » Ou vider les armes de leurs balles, de leurs munitions. C'est ça, le désarmement des armes. Ou, vous savez, geler temporairement l'utilisation des armes, ce qui est une blague.
Au bout du compte, quand on regarde toutes les actions du Hamas, il est clair que le Hamas exploite le plan Trump pour gagner du temps afin de consolider son contrôle sur Gaza, pour renforcer son emprise sur la population palestinienne. Et je suis désolé de vous le dire, ils réussissent très bien. Maintenant, en attendant, ce que nous voyons, c'est tentatives d'internationaliser le conflit à Gaza ou la situation à Gaza. C'est une très mauvaise nouvelle, d'ailleurs. Plus il y a d'acteurs impliqués à Gaza, plus cela lie les mains d'Israël à l'avenir. La Turquie vient d'organiser un sommet des nations arabes et des nations islamiques pour discuter de l'avenir de Gaza. Et ils sont très désireux d'envoyer une sorte de force à Gaza. Ils ont déjà une présence civile à Gaza, ce qui inquiète beaucoup. Le Qatar. Maintenant, on entend dire qu'il est question d'amener une force de l'Organisation des Nations Unies. Au final, ce sera un vrai chaos là-bas. Pour revenir à la question de la démilitarisation, nous devrions tirer la leçon de ce qui se passe actuellement au Liban. Nous sommes plusieurs mois après le cessez-le-feu avec Hezbollah et Hezbollah ne s'est pas désarmé malgré une décision du gouvernement libanais. On nous avait dit que Hezbollah ne pourrait pas reconstruire son infrastructure militaire et à se développer et à avoir une présence dans le sud du Liban. Et nous voyons, selon Tsahal elle-même et selon des personnes au Liban, que Hezbollah est en train de reconstruire ses capacités militaires. Le Hezbollah se réarme, se regroupe. Et cela devrait nous donner une idée de ce qui va se passer avec le Hamas à l'avenir. Ces négociations sur la démilitarisation de Gaza vont continuer indéfiniment. Elles seront sans fin, vous savez, elles n'auront aucune limite et elles donneront au Hamas le temps de respirer. Quand on parle de groupes djihadistes, les gens doivent comprendre que ces groupes, ils sont très obstinés. Ils n'abandonnent pas facilement. Ils sont motivés idéologiquement dans leurs activités, dans leur façon de penser. Ils n'ont pas une vision large. Ils sont concentrés sur l'atteinte de leur objectif. Nous connaissons tous les objectifs du Hamas et du Hezbollah. C'est pourquoi j'ai récemment mis en garde contre les tentatives de rebranding du Hamas et de sa reproduction. Ce discours sur l'introduction d'une force palestinienne ou la création d'une nouvelle force palestinienne à Gaza est très dangereux parce que nous avons déjà vécu ce genre de situation auparavant. Hamas remettra l'automate Kalachnikova 47, changera d'uniforme, recevra un M16 et opérera sous un autre nom. D'ailleurs, c'est très similaire à ce que les groupes terroristes de l'Organisation de libération de la Palestine faisaient avant Oslo, puis en se convertissant à Oslo, où ce qui s'est finalement passé, mal compris en Occident, c'est que l'autorité palestinienne a engagé sa gendarmerie, des soldats le jour, cette force paramilitaire officiellement sanctionnée, et la nuit, ils rejoignaient les milices terroristes de l'Organisation de libération de la Palestine. L'une des raisons pour lesquelles les forces de sécurité de l'autorité palestinienne se sont effondrées à Gaza en 2007 est qu'elles n'étaient pas formées. Il s'agissait de personnes libérées des prisons israéliennes, des militants du Fatah. C'étaient des personnes qui n'étaient pas formées pour se battre contre la criminalité et contre les menaces extérieures ou même les menaces internes. Et nous avons vu le Hamas prendre facilement le contrôle de la bande de Gaza. Il y a eu des tentatives de la part des Européens et d'autres pays pour former la police palestinienne afin de la rendre plus professionnelle. Et je dirais qu'ils ont partiellement réussi, mais il y a toujours un problème. Donc, on pourrait voir la même chose se produire avec le Hamas en ce moment. Cette nouvelle force de sécurité que les Égyptiens essaient de promouvoir ou qu'ils sont en train de former actuellement à Gaza ou en Égypte finira par être une force dominée par le Hamas. À Gaza, ce sont les personnes présentes. Personne ne partira. Je veux dire, vous savez, les seules personnes qui sont des agents de sécurité à Gaza sont des membres du Hamas. Le Hamas refusera que l'Organisation de libération de la Palestine ou le Fatah rejoignent cette nouvelle force. Donc c'est ce que je veux dire quand je dis que nous parlons de rebranding et de reproduire le Hamas sous un autre nom. C'est un vrai problème, Khaled,
car le rebranding idée occidentale provient directement d'une étude de cas de la Harvard Business School. Et je me souviens avoir été à la Harvard Business School dans les années 1980. À quoi ressemble ce rebranding? Le Hamas est une organisation très sophistiquée et ils comprennent cela aussi bien que de bons djihadistes. Plus vos adversaires, et pour eux, les États-Unis sont un adversaire, expriment de l'enthousiasme, de l'intention, de l'urgence, comme le président Trump l'a fait dans sa vision régionale, qui est une vision très convaincante, je dois le dire. Mais le Hamas prête une attention très particulière aux déclarations urgentes du président Trump à ce sujet et aux déclarations de son vice-président James David Vance et d'autres membres du cabinet sur l'importance de maintenir ce qu'ils appellent le cessez-le-feu que nous avons compris comme une hudna intacte. Et plus les Américains prenaient la tête, l'effort d'internationaliser ce conflit, d'internationaliser la solution, crée chez le Hamas la conviction qu'ils peuvent prendre des risques beaucoup plus grands en termes de violence, de subversion, de menaces. Et cela, ça restera impuni à cause du fait que cela s'inscrit dans cette urgence américaine de ne pas faire échouer l'accord. C'est un aspect psychologique très important de tout ce dont nous sommes témoins. Et encore une fois, l'Occident a commis cette erreur d'appréciation pendant des décennies concernant le Moyen-Orient. Ils ne comprennent pas que si, au fond, vous êtes un djihadiste guidé par l'épée, vous vivez et mourrez par l'épée ou le fusil. Si vous voulez utiliser une analogie plus moderne, vous ferez tout pour rester au pouvoir. C'est ce qu'ont fait le régime iranien, le Hamas et le Hezbollah. Comment pouvons-nous aider l'Occident à comprendre que le Moyen-Orient fonctionne différemment? Eh bien, l'Occident doit commencer tout d'abord, parler, comprendre l'arabe, et ils doivent comprendre ou apprendre la culture arabe, la mentalité musulmane, comment les choses fonctionnent. Et malheureusement, beaucoup de gens en Occident continuent de juger les Arabes et les musulmans à travers des jumelles occidentales, vous savez, à travers des yeux occidentaux. Ils ne voient pas la différence. Ou ils parlent des musulmans qui vont en Europe et qui ont reçu une éducation occidentale. Et vous savez, ils entendent quelque chose qu'ils n'entendent pas. Ou ils entendent des voix qui ne sont pas des voix authentiques. Je les appelle, ces musulmans ou arabes éduqués en Occident. Ils disent aux Occidentaux ce qu'ils aiment entendre. Mais ils ne reflètent pas nécessairement la rue arabe et la rue musulmane. Et c'est très important. Les Occidentaux, s'ils veulent vraiment comprendre, doivent comprendre, apprendre la langue arabe, la mentalité musulmane et être plus impliqués. Maintenant, pour revenir au plan Trump, je pense que c'est une erreur de considérer le plan Trump comme une vache sacrée, comme le seul plan sur la table. Ne le présentez pas comme ça parce que c'est une grosse erreur. Vous devez envoyer un avertissement au Hamas que ce plan pourrait changer, ce plan, il pourrait être modifié. Ce n'est pas le seul plan sur la table. Mais si vous dites que c'est le seul plan que nous avons et que tout le monde doit s'y conformer, le Hamas en profitera et ils le feront, vous savez. Donc il doit y avoir l'option, une autre option présentée au Hamas. Si vous ne respectez pas à 100% vos engagements ou les accords de ce plan, vous serez détruit. Et tu sais quoi? Je ne comprends même pas pourquoi le Hamas fait-il partie des négociations sur l'avenir de Gaza? Le Hamas ne devrait participer qu'aux négociations concernant la libération des otages et la restitution des corps des otages. Mais dès que vous parlez avec le Hamas de l'avenir de Gaza, d'un comité technocratique, de la démilitarisation, du déploiement de forces internationales, des zones qu'ils doivent contrôler, ou même de la libération de leurs terroristes. Qui se trouve derrière les lignes de Tsahal, derrière la ligne jaune? Je veux dire, c'est insensé. Ils deviennent un acteur politique légitime par la porte de côté, d'entrée ou de derrière, voire toutes à la fois. C'est précisément ce qu'ont fait le Qatar, la Turquie et, dans une certaine mesure, l'Égypte. Pendant des années, d'ailleurs, ils ont légitimé le Hamas, ils ont fait du Hamas un acteur légitime sur la scène palestinienne. Et j'ai déjà dit dans cette émission que le Hamas doit disparaître complètement de la scène palestinienne.
Le Hamas ne devrait avoir aucune voix ni aucune présence. Le Hamas ne devrait avoir aucune voix dans le processus de prise de décision et le Hamas ne devrait avoir aucune présence politique, économique, sociale ou militaire. Il doit y avoir une nouvelle ère. Les Palestiniens doivent aller de l'avant. Tant que le Hamas est là, nous sommes bloqués. Nous n'avancerons pas. D'ailleurs, les Palestiniens n'avanceront pas. Et vous avez vu le récent sondage d'opinion publique qui a montré une augmentation de la popularité du Hamas et un soutien continu au 7 octobre parmi le public palestinien. Pourquoi? Parce que le Hamas est toujours là, donc il faut l'éradiquer. Le public respecte la résilience, la force et la détermination du Hamas qu'il considère, assez ironiquement, comme l'envahisseur, contrairement à... Oui, contrairement à tous les rapports que nous entendions auparavant et à toutes les évaluations des analystes occidentaux, le Hamas perd de sa popularité et les Palestiniens se retournent contre le Hamas. À la fin de la guerre, ils élimineront le Hamas. Voici un sondage d'opinion publique. Et on voit que, vous savez, les Palestiniens soutiennent toujours le Hamas et ils soutiennent la résistance armée. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'après 2 ans de combat avec Israël, le Hamas tient toujours sur ses jambes et sur ses pieds. Et c'est très mauvais. Donc, vous savez, pour le Palestinien moyen, c'est une victoire. Vous avez échoué à me détruire, comme vous l'avez dit. Alors, voilà la victoire, j'ai gagné. Et c'est très mauvais, d'où la grande popularité actuelle du Hamas. Vous et moi avons discuté à la fois dans l'émission et hors antenne de la nécessité d'un changement de régime. Et quand nous concrétisons ce terme changement de régime, cela signifie que Gaza, comme toutes les autres régions du monde arabo-musulman, est organisée par des familles, des clans et des tribus. Et il y a de très nombreuses familles et clans gazaouis qui s'opposent au Hamas. Que nous en avons eu un aperçu lorsque le clan Yasser Abu Chabab s'est opposé au Hamas et aurait été soutenu par Israël. Il y en a 3 autres. 3 autres groupes de ce type qui opèrent contre le Hamas, le groupe Ossam al-Astal également, et d'autres groupes. Et vous savez, jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment vu de véritables tentatives ou efforts de la part de ces groupes pour remplacer le Hamas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils voient que dans les zones sous le contrôle du Hamas, le Hamas prend de l'ampleur. Et sans la présence d'une force internationale ou sans le soutien de la communauté internationale, ces groupes seront vaincus par le Hamas tôt ou tard. C'est pourquoi il est très important pour les quelques 200 terroristes djihadistes du Hamas qui se cachent dans les tunnels près de Rafah, qui ont demandé ce qu'ils... C'est presque une blague. Ils ont demandé d'un passage sécurisé comme s'ils étaient une sorte de réfugiés. Selon les rapports, les États-Unis font pression sur Israël pour accorder à ces terroristes un passage sécurisé. Et maintenant, quelle sera l'issue? Si un accord prévoit qu'ils n'auront pas de passage sécurisé, ils devront se rendre, être arrêtés et interrogés par Israël. Cela envoie un message important aux familles et aux clans. Il y a un nouveau shérif en ville. Absolument, absolument. Je veux dire, ils iront dans les zones sous contrôle du Hamas et rejoindront le djihad. C'est très évident. Je veux dire, ils ne vont pas y aller pour remettre leurs armes au Hamas et abandonner la résistance. Et c'est presque comme si on renforçait ou consolidait la présence sécuritaire du Hamas. Ces personnes devraient soit se rendre à l'armée israélienne et être interrogées, soit si elles veulent un passage sûr vers l'Égypte, la Libye ou tout autre pays. Mais leur permettre d'aller dans les zones sous le contrôle du Hamas, c'est, vous savez, une récompense, un prix pour le Hamas. Vous savez, le Hamas, comme vous l'avez noté dans un article que vous avez écrit pour l'Institut Gateson, que le Hamas est. Rien que ces dernières semaines, il a recruté jusqu'à 7000 nouveaux combattants, selon des rapports des médias arabes. Et vous savez, en même temps, nous voyons des signes que certains de ces clans locaux sont en train de brûler. Nous les avons vus brûler le drapeau du Hamas juste hier et faire des déclarations publiques. Donc je pense qu'on peut dire que certaines de ces familles prennent position et sont prêtes. Et Israël et ses partenaires américains doivent se mobiliser et comprendre, même si ce n'est pas leur façon de penser. Ce n'est pas la façon dont l'Occident pense à ce problème.
C'est la seule façon de provoquer un changement de régime, d'ailleurs. Et c'est la seule façon de se débarrasser du Hamas. Le changement de régime est la seule façon de se débarrasser du Hamas. Là où nous nous tenons en ce moment, il y a un régime à Gaza appelé le régime du Hamas. D'accord, il est affaibli. Il a subi un coup majeur, mais aux yeux de la population locale et même aux yeux de la communauté internationale, il y a un régime appelé Hamas. Maintenant, pour se débarrasser de ce régime, il faut un nouveau régime, un autre régime. Souvenez-vous de ce que j'ai dit auparavant. Il faut traiter le Hamas comme il a traité l'autorité palestinienne. En 2007, Hamas a organisé un coup d'État contre l'autorité palestinienne. Et ils ont immédiatement annoncé « Nous sommes la nouvelle autorité dirigeante à Gaza ». Et pour beaucoup de Palestiniens, c'était tout. Vous savez, Hamas, c'est fini. L'autorité palestinienne, c'est fini. Alors, créez un nouveau gouvernement à Gaza. Aidez ces tribus, aidez ces clans, aidez ces groupes armés, impliquez-les, soutenez-les. Ne laissez pas Israël gérer seul, c'est une erreur. Et cela joue en faveur du Hamas, car le Hamas peut les présenter comme des collaborateurs d'Israël. Un effort international est nécessaire pour soutenir ces groupes et favoriser un changement de régime à Gaza, mais cela n'a pas lieu. C'est une erreur. De plus, le comité technocratique proposé sera dominé par le Hamas. Je parlais hier avec des responsables de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne avertit aussi que le Hamas tente de détourner ce comité. L'autorité palestinienne dit que ce comité devrait être dirigé par un ministre de l'autorité palestinienne et le Hamas dit que c'est hors de question. Des personnalités indépendantes à Gaza prendront le relais. Si vous évoquez des personnalités indépendantes à Gaza, je vous vois sourire. Oui, c'est une blague. Si le Hamas vous recommande, si le Hamas dit que vous êtes bien, et si le Hamas dit qu'il veut vous voir faire partie du nouveau gouvernement à Gaza, cela signifie que votre loyauté va au Hamas, avant tout autre intérêt. Vous placez les intérêts du Hamas au-dessus des intérêts de votre propre peuple. Et deuxièmement, aucun comité ne peut fonctionner librement à Gaza lorsque le Hamas contrôle la sécurité dans la bande de Gaza. Parce que ce comité aura besoin de la protection du Hamas, ou il aura besoin de la protection d'une sorte de force de sécurité. Et si les forces de sécurité, c'est le Hamas, cela signifie que ce comité sera entièrement dépendant du Hamas. Ce sont des sujets que personne, à ma connaissance, n'aborde dans la communauté internationale. Il n'aborde pas ces questions et il n'aborde pas non plus une question politique qui n'a pas été révélée. Et je suggérerais que le Hamas, au cours des 2 dernières années, a fait plus pour faire élire un fidèle du Hamas, très potentiellement. Dans les heures dont nous parlons en ce moment, le 4 novembre 2025, il est possible qu'un fidèle du Hamas du nom de Zahoran Mamdani devienne le maire de New York. Maintenant, je vais affirmer que la violence dramatique du Hamas, l'invasion, les meurtres de masse, les viols, la torture, les enlèvements et la guerre politique en cours au cours des 2 dernières années, ce qui est devenu sans doute la principale sensation médiatique en Occident, a fait écho très fortement en Occident et a largement contribué à la popularité croissante de Zaran. Mamdani, qui a publiquement, au cours des 2 dernières années, défendu avec véhémence ce qu'ils appellent la cause palestinienne, ce que nous savons être un mot codé pour le Hamas. Et la mondialisation de l'Intifada. Crawl, ce qui signifie aider nos auditeurs et téléspectateurs à comprendre ce que cela signifie vraiment. Cela signifie tuer des Juifs où qu'ils soient et saper l'Amérique. Ce n'est pas seulement une question de Juifs, on peut en débattre. J'ai couvert 2 intifadas. La première a débuté en décembre 1987, la seconde en 2000. Septembre 2000. En septembre 2000. Et je peux vous dire que tout ce que j'ai vu, c'était de la violence, du sang, la mort, la destruction, des bombardements, des fusillades en voiture, des coups de couteau. Nous avons traversé une période infernale. Si c'est ce que Mamdani, est-ce que je prononce? Mamdani, oui. Parle. Nous sommes dans de beaux draps. Je veux dire, tu veux vraiment amener toute cette violence dans les rues de New York, en Europe et ailleurs? Excusez-moi, l'intifada a causé la mort de nombreuses personnes. Elles ont été tuées pendant l'intifada.
Vous savez, pendant la première intifada, j'ai réalisé un documentaire avec la British Broadcasting Corporation, ou pardon, Channel 4 à Londres, et pour d'autres chaînes. Et non, désolé, pouvons-nous commencer? Oui, continuez. Je me souviens que pendant la première intifada, qui consistait surtout, vous savez, à lancer des pierres, à utiliser des cocktails Molotov et à faire des fusillades en voiture. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais plus de 1200 Palestiniens ont été assassinés par d'autres Palestiniens soupçonnés de collaborer avec Israël. Pendant la deuxième intifada, nous savons tous ce que c'était. Ou, pour ceux qui ne le savent pas, c'était principalement une vague massive d'attentats suicides. Encore et encore, plus de 1200, 1300 Israéliens ont été tués. Plus de 4000 Palestiniens sont morts. Donc cela, tu sais, quand tu utilises un terme comme mondialiser l'intifada, c'est comme dire, tu sais, apportons la violence, la mort et les attentats suicides dans les rues des villes occidentales. Et les gens doivent faire attention à ça. Deuxièmement, quand tu décris Hamas comme la résistance, tu sous-entends en fait que ces personnes sont justifiées ou qu'ils ont tout à fait le droit d'utiliser la violence et le terrorisme contre les non-musulmans. C'est exactement ce que fait le Hamas et d'autres groupes djihadistes. Le Hamas veut remplacer Israël par un État islamique et mène un djihad, ce qui pose problème. Ce n'est pas seulement le Hamas qui est la branche des frères musulmans pour les Palestiniens. Donc, une fois que vous soutenez tous ces messages provenant du Hamas, des frères musulmans et d'autres groupes djihadistes, nous avons des problèmes. Tout à fait. Et beaucoup de gens en Occident ignorent que le mot intifada en arabe signifie se débarrasser de. Et si vous parlez de se débarrasser en Amérique, vous sous-entendez que si l'Amérique ne soutient pas l'intifada, elle s'y oppose. Et donc, ils sont tout autant ennemis de l'intifada, de l'islam, ou du moins de l'islam politique et du djihadisme. Et c'est un point important. Nous l'avons vu se manifester le 8 octobre sur des dizaines de campus universitaires aux États-Unis. Voilà à quoi ressemble la mondialisation de l'intifada en Amérique. Et il est extrêmement important que nos amis aux États-Unis comprennent que cette guerre idéologique alimentée par la religion est dirigée contre la civilisation occidentale. Et Israël est considéré comme un pont, comme une tête de pont de la civilisation occidentale au Moyen-Orient. C'est pourquoi c'est ce qui motive fortement le Hamas à poursuivre ce djihad. Une observation importante, Dan, lors de la plupart des manifestations et rassemblements que j'ai couverts en Cisjordanie et à Gaza. Pendant les deux intifadas, chaque fois qu'ils brûlaient un drapeau israélien, ils apportaient aussi un drapeau américain et le brûlaient à côté. Et à de nombreuses reprises, chaque fois qu'ils scandaient des slogans contre Israël, ils scandaient aussi des slogans contre le grand Satan, l'Amérique. Donc pour eux, l'ami de mon ennemi est aussi mon ennemi. Ils ont un problème très sérieux avec les États-Unis. Ils considèrent les États-Unis, ou beaucoup de Palestiniens considèrent les États-Unis, comme un obstacle à la réalisation de leur objectif d'anéantir Israël. C'est vrai, et c'est pourquoi il faut accorder une attention particulière à Zoran Mamdani, qui est, je l'appelle l'islamiste hip-hop. Article à paraître sur Jerusalem Center for Public Affairs.org, le Centre de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères. Et l'une des choses sur lesquelles toi et moi allons travailler au cours des 12 prochains mois s'appelle Hamas Watch. Nous sommes très honorés que tu prennes un rôle important là-bas, pour nous aider à comprendre chaque jour ce type de sujet. Nous allons mettre en œuvre ce type d'analyse. Nous allons présenter des vidéos du Hamas, nous allons présenter des déclarations du Hamas, nous allons mettre tout ce djihad du Hamas, cet islamisme, en contexte chaque jour et nous assurer que l'Occident comprenne la guerre religieuse qui est menée contre lui et contre Israël. Je pense que cela va être Un travail facile, alors. Tout est là dehors. Nous n'avons pas besoin de faire un très gros effort, d'ailleurs, tout est là dehors. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement, vous savez, le localiser, le mettre en évidence et parfois le traduire.
Voilà, pour conclure, concentrons-nous aujourd'hui, le 4 novembre 2025, sur l'actualité en Amérique. Et il faut que New York comprenne que si ce loyaliste du Hamas est élu, vous savez, s'il est élu maire, alors ce programme devrait être lancé. En fait, aujourd'hui, même avant la fin du vote, nous verrons une pression énorme, pression financière, pression du boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël, annulation de contrats pour des produits et services israéliens, beaucoup de pression politique exercée sur les groupes juifs américains pro-Israël ou sionistes. C'est un moment dramatique dans l'histoire très riche de New York qui a commencé avec le colonialisme néerlandais en 1624. Et je suis quelqu'un qui est né à New York, qui a grandi à New York, qui a été éduqué à New York et qui reconnaît ce moment très, très dramatique et potentiellement très douloureux, exigeant de la communauté juive organisée qui n'a pas voté pour Mamdani, ce qui représente la majorité de cette communauté, de vraiment agir et de continuer à faire avancer les forces du bien. Et s'il devient maire, tenir ce maire responsable. Au nom de la civilisation occidentale, au nom du peuple juif et au nom de la grande histoire, du présent et de l'avenir de l'une des plus grandes villes de New York, des plus grandes villes des États-Unis et de la communauté juive la plus nombreuse au monde, à part l'État d'Israël lui-même. Ouais, attendons de voir. Je veux dire, vous savez, comme vous l'avez mentionné ou suggéré ou dit très clairement, vous savez si vous avez un candidat qui promeut tous ces mauvais messages, tous ces messages négatifs. Tout d'abord, cela va renforcer les radicaux dans notre région du monde, ces éléments anti-Israël au Moyen-Orient, y compris le Hamas. Et c'est aussi un coup très dur pour les personnes qui veulent construire des ponts entre les Juifs et les Arabes dans cette région du monde. Oui, c'est exact. Il détruit des ponts et nous essayons d'en construire. Ceci N'est pas une solution pour construire. des ponts. Nous cherchons à Al-Shakar al-Satlana à créer des liens entre la majorité arabe musulmane et les autres minorités du Moyen-Orient. Et je pense que notre partenariat et notre amitié en sont le témoignage, l'espoir et l'optimisme qui sont viables, réels et possibles. Exprimer des sentiments anti-israéliens ne fait pas de vous un pro-palestinien ou un pro-arabe, mais simplement un haineux d'Israël. Et cela n'aide certainement pas à acheter des ponts, à construire des passerelles entre les Juifs et les Arabes dans cette partie du monde. Vous savez, je veux dédier cette émission à votre père bien-aimé que j'adorais, Jamil, qui a traduit La ferme des animaux en arabe, et nous essayons de la faire imprimer. Et je pense qu'il avait vraiment une vision très, très claire de ce type de régime que nous avons vu dans La ferme des animaux. Et quand je lui avais demandé lors d'une des pauses, alors que nous travaillions tous les deux pour la télévision israélienne, qui est le cochon selon lui? Dans sa version arabe de La ferme des animaux, il a dit Yasser Arafat. Je pense que cela dit tout. Il ne faisait pas seulement référence à Yasser Arafat, je crois qu'il parlait de la plupart des dictateurs arabes, des dirigeants arabes corrompus. Pour lui, Yasser Arafat était le plus proche. C'est exact. C'était une dictature. Il s'agissait de dictature et c'est contre cela que nous essayons de lutter. Oui, Au nom de la paix, au nom de la stabilité, de la sécurité et d'une meilleure région pour tous ces peuples. Alors Khaled, merci infiniment. Excellente conversation. J'espère que nous avons contribué à la réflexion sur ces questions très complexes. Et nous avons vraiment hâte d'accueillir à nouveau notre public la semaine prochaine. Je serai aux États-Unis, tu restes ici, mais bientôt nous y serons tous les deux. En attendant, j'espère qu'on aura une relation à distance, notre Moyen-Orient, pendant mon séjour de quelques semaines, dès dans 2 jours. Et nous aurons ces épisodes de notre Moyen-Orient à travers l'océan. Merci beaucoup, Khaled. merci.